Comment augmenter ses performances, courir plus vite et plus longtemps, soulever plus lourd et plus de fois? Comment diminuer le risque de blessure ou guérir plus vite? La réponse est simple, en optimisant ce facteur clé de la performance, la récupération. Et comment fait-on cela? Sommeil, alimentation et hydratation, massage, compression, cryothérapie, j'essaye de vous décrypter tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Nouchka, je suis diététicienne du sport et mon but c'est de vous aider à acquérir des connaissances en nutrition pour mieux maîtriser votre alimentation. Je partage d'ailleurs chaque jour du contenu gratuit sur Instagram autour du sport et de la nutrition sportive. Donc je te laisse aller jeter un œil si tu ne me suis pas déjà. Voici la pyramide de la récupération. On a 7 composantes par ordre d'importance. Premièrement, le sommeil et le repos. Deuxièmement, nutrition et hydratation. Troisième, immersion dans l'eau. Quatrième, récupération active, étirement, compression. 5, massage. 6, électrostimulation, vibration et cryo. Et 7, enfin, les différentes modes qui existent concernant la récupération. Plus on est bas dans cette pyramide, plus c'est un point d'action important à mettre en place pour optimiser sa récupération. Autrement dit, si tu fais pas gaffe à ton sommeil et à ta nutrition, ne commence pas à investir dans des appareils d'électrostimulation ou des séances de cryo. Concernant le sommeil, pour moi, et pas que pour moi d'ailleurs, mais pour le consensus scientifique, le sommeil est à la base de la récupération. Honnêtement, c'est bien plus important à optimiser que la nutrition ou l'hydratation. Même si c'est pas comparable, si tu devais choisir entre bien dormir ou bien manger pour récupérer et être performant, je te dirais d'aller te coucher. On le sait, le sommeil est d'une importance capitale pour la récupération et un manque de sommeil entraîne des effets négatifs sur l'humeur, sur l'ensemble du métabolisme, que ce soit la resynthèse du glycogène, des protéines ou la régulation hormonale, mais aussi sur la fonction immunitaire et sur les fonctions mentales. Cet article examine le sommeil chez les athlètes d'élite et l'impact des interventions nutritionnelles sur l'amélioration du sommeil. Il met en lumière le fait que le sommeil joue un rôle crucial pour la récupération physique et cognitive, essentielle pour les athlètes et que malgré ça, des preuves récentes suggèrent que les athlètes pourraient souffrir d'une qualité ou alors d'une quantité de sommeil qui serait réduite et insuffisante. La privation de sommeil peut affecter négativement la performance, en particulier dans les exercices submaximaux prolongés, et peut également influencer négativement la cognition, la perception de la douleur, l'immunité, l'inflammation ainsi que le métabolisme et la fonction endocrinienne. L'article explore également les interventions nutritionnelles potentielles pouvant affecter le sommeil, telles que les glucides, les repas mixtes, les régimes alimentaires, le tryptophane ou la mélatonine, la valériane qui est une plante et d'autres interventions nutritionnelles. Il est suggéré que des aliments à index glycémique élevé consommés plus d'une heure avant le coucher pourraient favoriser le sommeil et que des régimes riches en glucides ou en protéines peuvent respectivement raccourcir la latence du sommeil et améliorer la qualité du sommeil. Il ne faut donc pas négliger les glucides le soir et surtout si tu veux bien dormir. Il est également suggéré qu'un minimum d'une semaine d'augmentation de la durée du sommeil entraîne des améliorations sur divers facteurs de mesure de performance chez les athlètes. Les objectifs en termes de sommeil pour les sportifs sont les suivants. Premièrement, avoir un minimum de 8 heures de sommeil, idéalement. Deuxièmement, s'endormir en moins de 30 minutes. Et troisièmement, se sentir bien le matin. Et tout ça, ça passe par plusieurs points d'action. Déjà, créer une routine avant le coucher qui ne soit pas stimulante en évitant les appareils électroniques au moins 30 minutes avant le coucher. Alors je sais, certains vont me dire, et ça à juste titre, que le soir après le taf et l'entraînement, c'est le moment où ils ont besoin de décompresser, de regarder la télé, d'être sur le téléphone, etc. Dans ce cas, je vous recommande un truc qui d'ailleurs a super bien marché sur moi, c'est de mettre des filtres de lumière bleue sur tous vos appareils et de vous procurer des lunettes anti-lumière bleue. Autre point. Essayez d'établir une routine sommeil-lever en vous couchant et en vous levant à la même heure. C'est ultra important pour pas perturber le cycle veille-sommeil. Évitez les siestes tard dans l'après-midi également. Maintenir une chambre à coucher fraîche. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple aérer la chambre 30 minutes avant de dormir. Et enfin, limitez la prise de caféine l'après-midi et surtout si vous y êtes sensible car l'action de la caféine peut durer jusqu'à 9 heures. Donc je vous recommande d'arrêter le café ou le thé au moins 9 heures avant le coucher. À savoir aussi que le sommeil se compose de plusieurs cycles, chacun incluant des phases de sommeil léger, profond et paradoxal. Chacune de ces phases joue un rôle important dans la récupération. Le sommeil léger sert de transition entre l'éveil et le sommeil profond. Il aide à relaxer l'esprit et le corps et prépare le terrain pour les phases de sommeil plus réparatrices. Le sommeil profond, c'est le moment où le corps effectue la majorité de sa réparation et de sa régénération. Pendant cette phase, la croissance musculaire et la réparation des tissus sont optimisées grâce notamment à la libération d'hormones de croissance. Et le sommeil
sommeil paradoxal est essentiel pour la récupération cognitive et émotionnelle et joue un rôle crucial dans la consolidation de la mémoire et de l'apprentissage de nouvelles compétences. En général, on aimerait avoir 5 cycles de sommeil par nuit, chaque cycle durant environ 1h30. Donc en fait, vous pouvez très bien dormir 9 heures par nuit, mais vous sentir éclaté si vous ne faites pas des cycles complets. Vous l'avez compris, le sommeil est hyper important pour la récupération, mais aussi de façon plus globale pour la santé générale. Et je vais pas plus m'attarder là-dessus, sauf si vous avez des questions sur le sujet, et dans ce cas-là, mettez-le moi en commentaire et j'essaierai de vous faire une vidéo sur le sujet du sommeil. Deuxième point hyper important dans cette pyramide de la récupération, et c'est pas moi qui vais le contredire, c'est la nutrition. Le focus va être à faire sur 3 points principaux: l'apport en glucides, l'apport en protéines et l'hydratation. De façon plus secondaire, on fera un focus sur les antioxydants et la complémentation ou la supplémentation, mais ça jouera pas un rôle direct, ce sera plutôt un rôle sur du plus long terme, là où au contraire, les glucides, protéines et l'eau vont jouer un rôle aux avant-postes pour la récupération. Bon, en tout cas, je pense que vous serez tous d'accord sur le fait que la récupération, ça passe par la nutrition. La question maintenant, c'est quoi faire et comment le faire. Les glucides vont aider à resynthétiser le glycogène, notre carburant à l'effort. Pour rappel, le glycogène est une forme complexe de stockage du glucose dans l'organisme, essentiellement trouvé dans le foie et les muscles. Il s'agit d'une molécule constituée de longues chaînes de glucose, en fait c'est plusieurs glucoses assemblés entre eux. Lorsque le corps a besoin d'énergie rapidement, comme pendant un exercice physique intense par exemple, mais pas seulement par ailleurs, il peut décomposer le glycogène, soit le glycogène du foie pour libérer du glucose dans le sang, ce qui fournit une source d'énergie directement disponible, soit directement être utilisé au sein du muscle grâce au glycogène musculaire. L'hydratation va aider à réhydrater et reminéraliser l'organisme forcément, mais aussi à stocker notre fameux glycogène, car 1 g de glycogène est stocké avec 3 g d'eau. Et enfin, les protéines vont aider à reconstituer les fibres musculaires et puis globalement les protéines qui ont été altérées à l'effort. Et ces 3 éléments vont aider à bien récupérer, mais aussi à éviter le risque de blessure sur le long terme, car si on ne récupère pas bien, nos stocks d'énergie s'amenuisent et progressivement on tape dans nos réserves corporelles, notamment en protéines, et ça on veut vraiment l'éviter. La récupération par l'alimentation entre les séances d'entraînement a 2 objectifs. Premièrement, restaurer les réserves corporelles, que ce soit en glucides et en eau, pour être performant sur l'entraînement suivant. Et deuxièmement, maximiser les réponses adaptatives au stress fournies par l'entraînement. Ne pas s'alimenter ou mal s'alimenter en phase de récupération, mais aussi au quotidien, peut vraiment vous pénaliser dans vos performances à cause justement d'une moins bonne récupération. Attention toutefois, l'approche est individuelle sur la nutrition. Autant sur le sommeil, on est tous ok sur le fait qu'on doit dormir plus ou moins 8 heures, et ça qu'on s'entraîne 5 ou 20 heures par semaine, autant sur la nutrition, il y a des ajustements à faire en fonction de chacun. À titre d'exemple, un athlète qui s'entraîne tous les jours, voire plusieurs fois par jour, aura tout intérêt à consommer rapidement des glucides après l'effort pour recharger son glycogène quand on sait que ce dernier met 24 à 48 heures à se resynthétiser. Là où un sportif qui s'entraîne 3 fois par semaine, par exemple, aura moins le focus à faire là-dessus. Je vous renvoie à ma vidéo sur la fenêtre anabolique où j'explique justement ça. Voici quelques conseils nutritionnels faciles à mettre en place qui vous aideront à bien récupérer. Consommez des glucides peu de temps après la fin de l'entraînement et surtout si vous enchaînez les séances. Essayez de consommer une collation qui contient environ 1 g de glucides par queue de poids de corps, donc par exemple 60 g si vous faites 60 kg, et de préférence des glucides à index glycémique élevé, car le corps a une plus grande sensibilité à l'insuline en post-effort et donc cela optimisera la resynthèse du glycogène. Cela peut très bien être une boisson de récupération par exemple qui permet de fournir rapidement des glucides. Et puis dans les 3-4 heures qui suivent, essayez d'avoir un vrai repas pour compléter l'apport glucidique. Nos besoins journaliers en glucides sont hyper variables, donc j'ai pas de quantité exacte à vous donner étant donné que ça va de 3 à 12 grammes par queue de poids de corps et par jour en fonction du niveau d'activité. L'objectif à cela, et il faut vraiment le comprendre, c'est de recharger votre carburant musculaire pour que lors de la prochaine séance ou prochaine course, vous soyez au max de votre énergie. Et ça, je le rappelle, on y prête attention après les longues séances ou lorsque la prochaine séance est proche, mais aussi et surtout pour les athlètes qui ont un gros volume et enchaînent les compétitions ou les entraînements. En revanche, même s'il faut comprendre dans tout cela que les glucides sont importants, n'oubliez pas le reste. Ça ne doit pas vous faire diminuer l'apport en micronutriments à côté qui sont également importants, car l'apport en antioxydants que l'on retrouve majoritairement dans les fruits et les légumes vont aider à neutraliser les radicaux libres produits par l'exercice. Et si ces radicaux libres-là ne sont pas neutralisés, ils peuvent conduire à ce qu'on appelle du stress oxydatif.
oxydatif. Le stress oxydatif, c'est un phénomène biologique qui résulte d'un déséquilibre entre la production de radicaux libres, en particulier les espèces réactives de l'oxygène, et la capacité de l'organisme à les neutraliser par des mécanismes antioxydants. Lorsque la production de radicaux libres dépasse les capacités antioxydantes de l'organisme, cela peut endommager les cellules, les tissus, les organes et contribuer au vieillissement et à diverses maladies. L'exercice physique, surtout lorsqu'il est intense et prolongé, peut augmenter significativement la production de radicaux libres dans l'organisme en raison de plusieurs facteurs. On a déjà une augmentation du métabolisme énergétique et pendant l'effort, la consommation d'oxygène peut augmenter jusqu'à 10 ou 20 fois par rapport au repos, ce qui entraîne une production accrue de radicaux libres en tant que sous-produit du métabolisme aérobie. On a aussi un phénomène d'ischémie-reperfusion, car certains types d'exercices peuvent entraîner une diminution temporaire du flux sanguin, c'est ce qu'on appelle l'ischémie au niveau du tube digestif, suivi d'une restauration rapide de ce flux, c'est la reperfusion, ce qui peut favoriser la production de radicaux libres. Mais l'activité physique peut provoquer aussi des micro-lésions musculaires, ce qui induit une réponse inflammatoire qui peut également générer des radicaux libres. Il est important de noter que le corps humain est capable de s'adapter à un certain niveau de stress oxydatif. L'exposition régulière à un stress oxydatif modéré, comme celui induit par l'exercice physique régulier, peut en fait stimuler les défenses antioxydantes de l'organisme. Ce phénomène est connu sous le nom d'adaptation hormétique. L'exercice régulier peut ainsi augmenter les niveaux d'enzymes antioxydantes comme la superoxyde dismutase, la catalase et la glutathion peroxydase. Ne retenez pas les noms, on s'en fiche un petit peu, mais dans le but justement de contribuer à une meilleure capacité à neutraliser les radicaux libres. Cependant, les antioxydants alimentaires comme la vitamine C, la vitamine E ou encore les polyphénols ne sont pas produits par l'organisme et doivent être apportés en plus. Et d'ailleurs, l'activité physique modérée et régulière est associée à une réduction du risque de nombreuses maladies chroniques, en partie grâce à cette amélioration des capacités antioxydantes de l'organisme. Par conséquent, bien que les exercices physiques puissent induire un stress oxydatif, il conduit également à renforcer les mécanismes de défense de l'organisme contre ce stress, ce qui illustre le concept selon lequel un certain degré de stress peut être bénéfique pour la santé. Bref, revenons à nos moutons. Pour l'apport en protéines, ce qui compte, c'est surtout d'avoir un apport cohérent sur la journée et bien réparti. Mais si vous arrivez à avoir un apport de 0,3 g de protéines par queue de poids de corps sur la collation de récupération, c'est génial, ça optimisera la voie de synthèse des protéines. Les viandes maigres comme le poulet, mais encore les poissons, les œufs et les produits laitiers sont d'excellentes sources de protéines complètes contenant tous les acides aminés essentiels. Et pour ceux qui suivent un régime végétarien ou végétalien, les légumineuses, les graines, les noix, le tofu, le tempeh et les poudres de protéines végétales peuvent fournir des protéines de haute qualité. L'hydratation est un autre pilier de la récupération sportive, puisque l'eau joue de nombreux rôles dans le corps, y compris la régulation de la température corporelle, le transport des nutriments et l'élimination des déchets. L'eau facilite notamment le transport des nutriments essentiels, y compris les glucides et les protéines, vers les cellules musculaires, ce qui favorise la réparation et la croissance. Mais une bonne hydratation aide également à éliminer les déchets métaboliques générés pendant l'exercice. Donc après l'exercice, réhydratez-vous en buvant de l'eau ou pourquoi pas des eaux bicarbonatées qui vont aider à recharger les minéraux perdus à l'effort et surtout le sodium. Ça peut également être une boisson de récupération, comme je le disais, qui va apporter en plus des glucides et des protéines. L'objectif, c'est de combler 150% des fluides perdus pendant l'exercice. Alors pourquoi 150%? Eh bien tout simplement car après l'effort, on se déshydrate encore, car la capacité de réabsorption rénale met quelques minutes voire heures à se rétablir. Pour connaître ces pertes hydriques, c'est assez simple. Vous vous pesez avant l'entraînement, vous vous pesez après l'entraînement et vous faites une soustraction. Vous pouvez le faire de temps en temps, c'est intéressant pour voir déjà si vous buvez assez à l'effort et ensuite pour voir si vous avez tendance à être quelqu'un qui se déshydrate beaucoup ou non. Et pour finir sur la partie nutrition, je vous rappelle ou vous informe si vous ne me suivez pas que la récupération, eh bien ça passe déjà par la nutrition à l'effort. Et oui, en s'alimentant et en s'hydratant comme il faut pendant l'effort, on optimise déjà la récupération puisque l'on ne vient pas trop taper dans ses réserves. Allez, troisième élément de cette pyramide, l'immersion dans l'eau. Attention, c'est moins mon domaine de compétence, mais je vous fais quand même une lecture de mon analyse. Quand on parle d'immersion dans l'eau, on peut autant parler d'immersion dans l'eau froide que d'immersion dans l'eau chaude. Ce sont deux techniques de récupération très populaires dans le milieu sportif. Aujourd'hui, on a pas mal de données sur le sujet pour savoir si c'est oui ou non efficace et en quelle mesure. L'immersion en eau froide déjà peut être effectuée de manière continue ou intermittente. L'objectif principal de cette pratique, c'est de diminuer la température corporelle et le flux sanguin pour diminuer l'inflammation et la douleur, ce qui a priori conduirait à une meilleure récupération, notamment en réduisant la fatigue engendrée
améliorée par l'hyperthermie, mais aussi en réduisant l'inflammation associée à une douleur retardée et en améliorant la fonction nerveuse. Aujourd'hui, il n'existe pas de protocole type qui serait ou non associé à des effets bénéfiques sur la récupération et la performance, que ce soit sur la durée d'immersion, la température de l'eau et le mode d'immersion. Donc en gros, c'est simple, faites ce qui vous fait du bien. Il a été observé dans cette étude que des températures entre 11 et 15 degrés pendant 11 à 15 minutes étaient optimales pour la réduction des douleurs musculaires. Cependant, on a moins de preuves sur l'amélioration de la fonction du système nerveux. Nous ne sommes également pas tous faits pareil et en fonction du sexe, de l'âge, de la composition corporelle et de notre tolérance personnelle, la réponse physiologique peut varier. Pour les sportifs qui ont un taux de masse grasse ou musculaire plus faible ou pour les jeunes sportifs, il peut être suggéré de mettre en place des protocoles d'immersion moins long et moins froid. Concernant l'immersion en eau chaude maintenant, on parle d'une immersion dans une eau à plus de 36 degrés. L'objectif principal en récupération, c'est de relâcher et de relaxer les muscles pour diminuer la tension musculaire. L'augmentation de la température augmente le flux sanguin, ce qui pourrait améliorer l'élimination des déchets métaboliques et augmenter l'apport de nutriments aux muscles. Mais attention! Pas de recommandations précises, des recherches futures sont nécessaires pour affirmer ça, car pour l'instant, ce ne sont que des théories. L'augmentation du flux sanguin peut également augmenter l'inflammation, donc ce n'est pas toujours recommandé. La troisième pratique d'immersion, c'est la thérapie par contraste thermique. Cette approche combine l'immersion en eau froide et en eau chaude en alternance. Un cycle typique peut consister en 1 minute d'immersion froide, suivie de 1 minute d'immersion chaude, répétée plusieurs fois. L'alternance de vasoconstriction et de vasodilatation peut aider à stimuler la circulation sanguine dans les zones traitées, ce qui favorise un meilleur échange de nutriments et l'élimination des déchets métaboliques. Pour les 4 autres éléments de la pyramide qui sont la récupération active, les massages, l'électrostimulation et les effets de mode, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, tout simplement car ce n'est pas forcément mon domaine de compétences et que des kinés le feront sûrement bien mieux que moi. Bon, vous l'avez compris, la base de la base si vous voulez bien récupérer, c'est de bien dormir, de bien manger. Et très honnêtement, si vous faites déjà ça, eh bien vous aurez fait 90% du travail. Le reste, c'est de l'optimisation, mais qui franchement ne servira à rien si la base de la pyramide n'est pas solide. Et attention, quand je parle de bien manger, je ne parle pas forcément de manger équilibré, même si c'est important, mais je parle de bien manger en quantité. Notamment en apportant assez d'énergie et de glucides pour recharger nos fameuses réserves en glycogène. N'oubliez pas également qu'on est tous différents et qu'on a tous des besoins différents, c'est hyper important de le rappeler. Je te le rappelle, n'hésite pas à me suivre sur Insta, c'est là où je partage du contenu tous les jours. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un petit pouce ou un commentaire pour me dire si t'as aimé et si t'as d'autres idées de sujets que tu souhaites que j'aborde. Vos retours sont très précieux pour moi et m'aident à m'améliorer et à vous proposer toujours plus de contenu. Allez, je te dis à plus sur les réseaux ou sur les sentiers.